Tout d'abord, merci Claire, merci à tous de m'avoir invité et de parler de ce sujet devant vous aujourd'hui. Donc effectivement, le numérique entre dans nos cabinets libéraux d'orthopsie. Donc oui, pourquoi pas les laisser rentrer dans notre pratique pour voir ce qu'il apporte dans nos prises en soins en orthopsie, que ce soit classique, basse vision, neurovision. Et il va falloir identifier pour travailler quoi. Donc on ne va pas perdre de vue toujours les besoins de notre patient, notre projet de soins qu'on aura établi, et on va donc adapter notre pratique et la faire évoluer pour le bien de l'orthoptiste du patient, sans perdre de vue notre expertise orthoptiste qui reste notre cœur de métier et ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc ça va être une nouvelle approche qui va permettre une évolution, d'abord une meilleure ergonomie pour nous et pour le patient, mais souvent, ça apporte une meilleure compréhension des exercices et une meilleure consolidation de ceux-ci par le patient. Ça va donc affiner notre expertise orthoptique et rendre encore plus performantes nos prises en soins. Il y a des progrès souvent qui sont notés plus rapidement. Alors évidemment, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas à chaque fois, mais c'est ce que l'on peut observer quand même dans beaucoup de cas. Et puis, on va pouvoir avoir une approche plus facilitatrice, je dirais, de la stimulation multisensorielle. Donc on va partir pour pouvoir choisir tous ces outils de notre diagnostic orthoptique, donc où là on aura établi notre problématique visuelle en faisant notre état des lieux sur le bilan moteur, sensoriel, fonctionnel, et là on aura défini ce qui est améliorable, pas améliorable mais compensable, ou non compensable, ce qui va nous permettre de construire notre projet de soins qu'on va établir en fonction de l'atteinte, parce qu'on a une amputation du champ visuel. Donc là, je parle essentiellement basse vision, une atteinte centrale ou périphérique, et on aura donc déterminé avec notre patient et notre anamnèse ainsi que notre bilan nos objectifs. Est-ce qu'on vise une normalisation, une compensation ou une adaptation? Alors on peut avoir ces outils numériques dès notre bilan. Alors ceci, c'est pas forcément très récent, mais quand moi j'ai commencé il y a 25 ans dans les cabinets d'orthopsie libéraux, on ne les voyait pas. Maintenant, on commence à les voir. Donc tout ce qui est test à l'éblouissement pour voir l'impact des verres filtrants sur le confort visuel du patient ou l'étude de la courbe de sensibilité au contraste. Dans nos bilans, on peut également avoir tout ce qui est eye tracking. Alors c'est vrai que moi, par rapport à ce que j'ai dans mon cabinet, sur les patients basse vision, je trouve que c'est encore difficile de les mettre en place parce que du coup, lorsqu'ils ont une excentration, on a du mal à faire la calibration. Mais c'est quand même une technique qui est très prometteuse dans l'avenir et qui porte par contre ses fruits sur d'autres prises en charge dans nos patientèles. Ça peut être le simulateur de déficience visuelle en réalité augmentée qui va nous permettre soit d'aller dans l'éducation thérapeutique ou une explication aux aidants sur la pathologie du patient qui est invisible et donc très souvent mal comprise des proches. Et puis, j'ai pris un peu plus de temps là pour détailler. Dans nos prises en soins, qu'est-ce que ça va apporter? Alors déjà, il va falloir qu'on identifie ce que l'on veut faire avec notre patient. Donc, on identifie la tâche que l'on va solliciter, qu'on séquence cette tâche. On veut obtenir un changement dans la prise et le traitement de l'information visuelle de notre patient. Et donc, comment on cherche à obtenir ce changement? Et c'est de là qu'on va pouvoir lister les tâches de la prise d'information globale au détail fin. Et en fonction de là où on se situe, on va pouvoir après aller chercher l'outil classique ou numérique pour pouvoir obtenir ce que l'on cherche auprès de notre patient. On a de plus en plus d'outils à notre portée. Ça va des logiciels de rééducation à l'HTS, au Cascai Soft, à l'iPort, à la paroi de Bowens, à l'iMotion, à l'orthotraitement, à tout ce qui est buzzer lumineux avec les BlazePod, les Fitlight, les Galaxy ou le Mover. Je ne les ai pas tous situés. J'aurais pu mettre le Virtualis aussi qui commence à faire un petit peu son entrée. Moi, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas encore manipulé. Donc voilà, je le dis à l'oral, mais pour l'instant, je l'ai pas. Il ne fait pas partie de mon topo parce que moi, je ne l'utilise pas. Mais voilà, c'est une liste non exhaustive. Il y a plein de choses qui arrivent et ça va très vite, je trouve. Donc pour ça, il faut quand même bien les comprendre par rapport à la tâche que l'on va cibler et en fonction également de l'atteinte et du degré d'atteinte de la déficience de notre patient. Par exemple, dans l'excentration, où je rappelle que c'est pour améliorer les perceptions visuelles de notre patient et améliorer les capacités fonctionnelles dans une activité ou de lecture ou souhaitée,
On va chercher à ancrer, une fois qu'il aura compris cette excentration, sur des cibles statiques ou mobiles, en faisant varier la taille de cible, la vitesse et le contraste. Et donc, pour ça, on va solliciter l'oculomotricité, donc avec poursuite, fixation, saccade, et en mettant en double tâche sur la perception visuelle. Qu'est-ce que l'on peut utiliser comme outil? Alors là, j'ai fait une petite liste, encore une fois, on aurait pu en rajouter d'autres. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser les modules fixation et poursuite de l'orthotrainement avec le contraste inversé où on peut grossir sur notre écran de manière jusqu'à x100. Sur l'iMotion, on va pouvoir utiliser également les modules fixation. Sur le mover, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va mettre aussi le patient en immersion, et ce sont sur les deux derniers, sur les trois, parce qu'on peut mettre sur les vidéoprojecteurs les trois, c'est un patient qu'on va pouvoir mettre debout et dans toute situation. Ça va nous permettre donc un travail plus précis par le choix de mire et d'environnement complètement. On a une large banque d'images. On va pouvoir faire varier la distance de travail. L'environnement, on va pouvoir le mettre fixe ou en mouvement, donc de pouvoir solliciter en même temps les flux périphériques. Et donc, on va très rapidement pouvoir mettre notre patient en double tâche, oculomotricité et traitement de l'information visuelle sur différentes amplitudes et vitesses, en horizontal, vertical, oblique, mais également en profondeur, parce qu'on peut jouer avec de la 3D, quand ils en ont bien sûr. Dans la lecture, donc, on va chercher à optimiser les capacités visuelles de lecture en cherchant à améliorer l'identification des lettres, des chiffres, des mots, etc. Pour ça, on va mettre en place des stratégies motrices et oculomotrices pour améliorer la prise d'informations visuelles, pour amener à une meilleure fluence au niveau de la lecture. Donc on va chercher, quand on est sur une atteinte centrale, à maintenir l'excentration dans le mouvement de lecture, améliorer la fluence, l'anticipation et jouer sur la vitesse pour avoir la meilleure compréhension possible. Donc là, on va pouvoir se rappuyer sur l'iMotion, mais avec, là, cette fois-ci, le module en pan visio-attentionnel, qu'on retrouvera également sur l'orthotrainement et le mover. Et sur le mover, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir le module lecture statique et dynamique, où là, on va pouvoir mettre le patient dans des situations un peu extrêmes de lecture, et donc vraiment stimuler son attention visuelle. Lorsque l'on veut stimuler la vision périphérique ou le couplage périphérie centrale, dans le but d'améliorer la détection, l'identification et les stratégies d'exploration, là, on va pouvoir ajouter les buzzers lumineux avec les blaze pods ou les fit lights, partir sur la fenêtre attentionnelle, le champ visuel dynamique. Et puis sur l'orthotrainement, moi j'aime bien, quand je suis sur cette étape-là, travailler sur le module comparaison, où du coup là sur les stratégies visuelles, il est vraiment intéressant, et sur la PPS qui est sur le mover, où là on va pouvoir en plus mettre les flux périphériques en action. Donc on peut utiliser tout texte, ça peut être des textes aussi connus du patient. C'est hyper modulable parce qu'en un clic, on va jouer sur la police, le surlignage, l'interligne, l'opacité des éléments. Évidemment, j'utilise toujours les cahiers de rééducation, mais c'est vrai que là, ça permet une modularité et une rapidité dans les exercices en faisant varier. Et comme ça, le patient se rend compte tout de suite sur un même texte. Bah, vous voyez, là, j'étais en tel grossissement, c'était plus fluide, et là, j'ai diminué, c'était moins fluide. Ça lui fait prendre conscience, alors que quand on change de texte ou de page, il va moins s'en rendre compte, et on favorise l'attention visuelle. Tous ces exercices vont nous permettre aussi de stimuler tout ce qui est mémoire visuelle, mémoire séquentielle et l'empan visio-attentionnel. On va pouvoir aussi travailler dans des zones bien précises, calibrer le temps d'apparition, et on va donc chercher à optimiser la fonction visuelle en développant la capacité à traiter de plus en plus d'informations visuelles de plus en plus vite. Ça va donc améliorer le traitement des séquences de lettres et donc la fluidité de lecture, et ça on peut le faire à tout âge sur ces outils. La coordination humaine, où là on sera plus sur un objectif de graphisme, de gestes du quotidien ou de localisation spatiale. Là, je vais coupler ce qu'on a dit avant, mais je commence par tout ce qui est buzzer lumineux avec les blaze pods, les fit lights et les galaxies. Donc ça, après, c'est différents fournisseurs de matériel, mais le but est le même. C'est d'aller chercher la coordination humaine, la détection périphérique. On peut faire jouer aussi vision-cognition. Avec la main droite, tu tapes sur les bleus. Avec la main gauche, tu tapes sur les droits. Et donc, voilà, on va travailler comme ça sur tout plein d'items de la perception visuelle. Ça va nous permettre vraiment de stimuler le système multisensoriel et donc un ancrage qui va être pour moi plus important que dans nos techniques un peu plus classiques où le patient est plus assis.
Donc on va plus stimuler le système intermodal, on va pouvoir jouer sur les amplitudes et les vitesses, et on peut rajouter les sources sonores. Certains des outils dont je vous ai cités les ont déjà intégrés, et on peut aussi mettre des perturbateurs sonores comme un chien qui aboie, les bruits de la route ou les bruits de classe. On peut rajouter plein de choses. Ça va nous permettre de travailler dans différentes conditions, assis, debout, sur plateforme d'équilibre, horizontale, verticale, oblique, ça je l'ai déjà dit, aussi en profondeur, et travailler avec les flux périphériques. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon timing. Je vous ai mis des petits cas cliniques, donc on va voir si on arrive à tous les faire, si on a le temps ou pas. Donc, Madame P, qui a 77 ans, qui a une DMLA, elle arrive en bilan à la 4 dixième P10 et 1,6 dixième P40. Donc, on voit... J'ai un petit timer quelque part, non? Ok, très bien. Parce que je ne le vois pas, moi, ici. D'accord. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a une incohérence entre son acuité visuelle de loin et son acuité visuelle de près. Donc, elle arrive, cette Madame P, je l'ai déjà rééduquée lorsque sa DMLA était débutante il y a quelques années auparavant. Et là, elle arrive avec une plainte, c'est qu'elle ne s'adapte pas du tout à ses nouvelles lunettes. En même temps, elle porte les lunettes d'il y a 6 ans et des fois, elle prend des lunettes de pharmacie qu'elle a achetées. Enfin voilà, elle ne fait que de changer de lunettes. C'est une dame qui est très, 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 très speed, qui n'écoute pas toujours bien ce qu'on lui dit du premier coup, qui est très anxieuse, qui dès le bilan se met à pleurer dès qu'on arrive sur la lecture parce qu'elle me dit qu'elle n'arrive plus à lire, qu'elle a l'impression de tout deviner. Mais en même temps, quand je suis allée la chercher, elle était en train de lire ses SMS sur son téléphone. C'est une dame aussi qui est très active et qui faisait beaucoup, beaucoup de couture. Et là, elle ne peut plus beaucoup coudre. Et ça lui affecte beaucoup son moral. Donc pour elle, ses objectifs de rééducation, c'est la lecture et refaire de la couture. En bref, son bilan, donc effectivement, l'oculomotricité, il y a des pertes de fixation, c'est coûteux. Enfin, on voit bien que la fixation, elle est encore fovéolaire, mais elle est quand même instable. Qu'il y a quelque chose de très coûteux. D'ailleurs, ça se confirme entre son acuité visuelle de près et de loin. Et j'ai une vitesse de lecture à 25 mots minutes sur le TEVL au texte 1, donc en P20. Donc par rapport à son acuité visuelle, on pourrait se dire que c'est quand même pas foufou. Donc avec cette dame-là, on est parti sur le projet d'améliorer l'affluence de lecture et puis la perception visuelle pour la couture. Donc là, j'ai mis 2 petits exemples de ce que j'ai pu utiliser. Le module exploration sur le mover, où là, elle doit me rechercher certaines lettres. Donc vous voyez, je travaille sur les contrastes parce qu'il y a des couleurs. Alors j'aurais pu les mettre aussi en échelle de gris avec des contrastes différents. Il y a de la coordination humaine parce que du coup, il faut qu'elle aille le chercher avec la petite manette pour pouvoir sélectionner les lettres que je lui ai mises. Et donc là, elle est debout. Là, elle n'était pas sur solde instable, hein. Elle était normale. Là, c'est pour travailler l'empant visio-attentionnel que je lui ai fait travailler sur différents supports, mais là, celui-ci, c'est sur le mover, où là, on était sur 3 lettres que je peux lui mettre soit que en centrale, pour vraiment travailler sur son excentration, soit lui amener sur des zones que je veux plus stimuler. Donc après 15 séances et un travail oculomoteur important, on est passé de P10 à P4 et sur l'autre œil on était à P40, là on est à P26, donc il y a déjà plus de cohérence entre sa vision de près et de loin. On a travaillé donc sur différents outils et on est passé de 25 à 45 mots minutes. Alors c'est pas encore une vitesse de lecture idéale. Maintenant c'est une dame qui ne pratique pas, qui ne fait pas les exercices entre chaque séance. Par contre, elle a retrouvé son plaisir en couture et elle peut refaire les ourlets ou des petites choses. Donc du coup, au niveau psychologique et moral, on a atteint cet objectif. On a bien refait ensemble le point sur la lecture et pour pouvoir aller plus loin, ce qu'il fallait qu'elle mette en place dans son quotidien. Pour l'instant, elle n'était pas prête à aller plus loin au niveau implication, on va dire, personnelle. Le cas de Madame D, donc elle a 82 ans, elle est porteuse de glaucome, mais elle a fait un AVC et elle est en cours de diagnostic d'une maladie neurodégénérative. Pour l'instant, à l'époque en tout cas, on n'avait pas le diagnostic final. Elle a 2 dixièmes P8 et 5 dixièmes P3. Donc là, on est sur une problématique complètement différente du cas d'avant, c'est-à-dire que là, j'ai une dame qui a récupéré de sa parésie post-AVC, mais qui a quand même toujours des gros problèmes de marche. Elle n'a pas d'équilibre. Le kiné trouve qu'il n'avance pas. Elle chute régulièrement. Elle a été placée en EHPAD parce que c'était plus possible à la maison avec son mari.
Elle arrive en fauteuil roulant, mais on me dit qu'elle peut marcher avec des ambulateurs, mais que c'est compliqué. La lecture, elle me dit que ça se mélange. Enfin, voilà, c'est très compliqué en lecture. Maintenant, il y a un trouble cognitif important et elle fatigue très vite. Là, le projet, elle, quand elle est arrivée, c'était tout de suite « je veux relire ». Donc, par rapport au bilan réalisé, j'ai tout de suite identifié que sur le plan cognitif, ça risquait d'être quand même compliqué, qu'elle était confuse à pas mal de moments. Et moi, par contre, par rapport à ce que j'ai testé dans mon bilan, donc j'avais une oculomotricité qui était vraiment très, très perturbée, et avec un trouble important de la localisation visuelle, une détection difficile. Donc, moi, en fin de bilan, je lui ai dit « j'entends votre besoin de lecture, mais par contre, on va commencer par travailler la gestion du regard et la détection visuelle, parce que dans votre équilibre, on pourrait peut-être à quatre mains avec le kiné donner plus d'aisance à vos déplacements. » Elle était d'accord, donc on est parti là-dessus. Donc on a commencé par travailler l'oculomotricité dans l'espace, on va dire de façon plutôt classique. Mais on est vite arrivé sur les feedlines. Donc là, c'est une petite vidéo au bout de pas mal de séances, parce qu'au début, elle était assise sur son déambulateur et je lui guidais les mains pour qu'elle comprenne bien ce qu'il fallait faire. Et là, on était rendu à debout où je pouvais même envisager de faire une petite vidéo parce que je pouvais la lâcher, aller appuyer sur le bouton play et revenir. Et du coup, à la fin de la... Donc après, j'ai une autre petite vidéo je lui ai fait travailler aussi la détection. Et donc, sur la fenêtre attentionnelle, sur l'iMotion, on peut le travailler soit en saccade, soit vraiment en perception périphérique où le patient il reste en vision centrale et puis il doit nous dire les chiffres qui passent sur les côtés. Donc là, on a plutôt travaillé sur le mode saccade. Et à la fin de la prise en charge, donc ça, c'est son champ visuel avant et son champ visuel après. Donc je ne suis pas magicienne, hein, mais ça montre bien qu'il y avait des zones qu'elle inhibait et qui n'étaient pas des vraies atteintes. Donc le glaucome, bon voilà, hein, par contre, comme je ne suis pas magicienne. On a beaucoup travaillé l'oculomotricité et énormément les stimulations multisensorielles. Donc avec les Fitlights, la fenêtre attentionnelle sur l'iMotion, lampe en vision intentionnelle et ce qu'on appelle le champ visuel dynamique. Et le kiné, on a beaucoup échangé avec lui et il a bien vu une différence lorsqu'on est parti dans ce travail multisensoriel où lui, il a pu avancer bien plus vite et du coup, en fin de rééducation, c'était une dame qui marchait toute seule. Bon, les troubles cognitifs avaient pris trop d'ampleur, donc le projet de lecture, lui, il n'était plus d'actualité. J'ai encore le temps pour le dernier cas clinique ? Il reste 1 minute et demie. Non, je me dépêche. Donc, monsieur S, 23 ans, donc lui, il a une maladie de Leber diagnostiquée il y a 8 mois. Il est arrivé avec PL contre les doigts. Il avait déjà eu un suivi orthoptique où là, il y a eu un travail de localisation visuelle et lecture sous loupe. Alors, pourquoi il y a un changement d'orthoptiste ? C'est parce que simplement, il n'était pas de la région nantaise et que moi, je travaille avec Auxence et que c'était dans le cadre de la réadaptation professionnelle qu'il est venu me voir. Donc lui, son projet, donc là je fais vite, son projet c'était plus d'arriver à trouver les bonnes adaptations pour retrouver son cursus scolaire, hein, parce qu'il a 23 ans, donc il était en master d'informatique en plus. Et c'était un jeune très très sportif, donc il voulait être plus à l'aise dans ses déplacements et retrouver une activité sportive. Il avait complètement perdu confiance en lui, hein. Il était un peu perdu ce jeune homme, en même temps il y a de quoi. Donc l'oculomotricité, poursuite saccade, c'était possible sur cibles lumineuses seulement ou alors vraiment des grosses cibles brillantes au moins d'1 centimètre de diamètre. Il y avait un trouble de la localisation visuelle important. Et après, tout ce qui était adaptation pour la reprise de son cursus scolaire, là, il était pris en charge par Auxence. Et donc, moi, je suis partie sur le côté reprise de confiance et localisation visuelle. Donc, on a repris aussi, entre autres, les Fitlights. Donc où lui, là, je mettais, alors je ne sais pas si vous avez fait la différence par rapport à la petite dame de tout à l'heure, et là, je suis sur des systèmes sur une vitesse de passation beaucoup plus rapide, parce qu'il était, il était en train de reprendre confiance en lui, et il s'était remis un petit peu au sport en salle, qui lui faisait beaucoup de bien au moral, et puis on avait pas mal discuté, il avait discuté aussi avec Auxence, donc il s'était mis au torball. Et voilà, donc il avait retrouvé de l'activité physique, il avait retrouvé un sport qui lui permettait d'être en équipe, parce qu'avant, il faisait beaucoup de basket, et ça, c'était plus possible. Enfin, pas en tout cas avec son équipe. Et il reprenait son cursus scolaire. Bon, là, c'était un petit exemple de champ visuel attentionnel avec une patiente, mais je passe. Et donc, voilà, pour conclure, ces outils numériques, ils peuvent nous permettre un ancrage plus important de cette excentration, une optimisation de la vision périphérique.
Ils permettent de vraiment moduler tous nos exercices de façon très intuitive et très rapide, que ce soit sur le contraste, la taille, les vitesses et j'en passe. Ce sont des outils qui sont complémentaires à notre pratique classique. Je ne suis pas en train de dire que le numérique doit remplacer notre pratique, mais simplement nous aider à mieux l'adapter. Pour ça, il faut bien les maîtriser et comprendre toutes les subtilités de ces outils parce qu'ils sont top, mais ils ont beaucoup de paramètres et donc il faut passer du temps à bien comprendre tous ces paramètres pour pouvoir l'adapter comme il faut à notre patient. Donc ça nous permet une belle évolution, ça c'est certain. Moi je trouve que dans le côté basse vision, même d'autres, mais là aujourd'hui on parle de ça, il y a un intérêt vraiment intéressant sur la stimulation multisensorielle que nous permettent ces outils. Et donc ça permet de diversifier notre pratique, mais de surtout gagner en efficacité auprès de nos patients dans différentes situations. Merci de votre attention.